Bonjour, nous recevons Denis Oliven. Bonjour. Denis, vous avez été un beau parcours, directeur général adjoint Air France sous Christian Blanc, directeur général de Canal+, à l'époque où Jean-Marie Messier, maître du monde, était le président de Vivendi. Vous avez été PDG de la FNAC, directeur ou président même de Lagardère Active, et aujourd'hui président de CMI, qui est un groupe tchécoslovaque. C'est un actionnaire tchécoslovaque qui est le propriétaire, qui s'appelle Daniel Chretinski, qui est l'actionnaire d'une partie importante de l'ancien groupe de presse du groupe Lagardère qu'il a racheté. Et qui est aussi un des actionnaires du groupe Le Monde, à l'heure où nous parlons. Mais vous êtes aussi un essayiste, et c'est pour ça qu'on vous reçoit. Vous aviez publié La préférence française pour le chômage, et aujourd'hui, chez Albin Michel, Le délicieux malheur français. Il y a un paradoxe. Nous avons des dépenses sociales équivalentes aux pays scandinaves et le moral du Mexique, en gros, si j'ai bien compris. Nous sommes dans une entreprise de détestation mutuelle. Pourquoi ? Justement, c'est la question que j'ai essayé de creuser. C'est l'affaire de la crise des Gilets jaunes qui m'a interpellé. Il y a un tel contraste, comme vous le dites, entre l'état objectif du pays, sa richesse, et même son niveau d'inégalité. Enfin, on est l'un des pays les plus généreux du monde. Et de l'autre, le sentiment qu'ont les Français de ne pas être heureux. C'est pas nouveau, hein ? Paul VI disait, c'est une phrase qu'a citée le général de Gaulle, c'est ça ? Oui. Les Français détestent la France ? Oui, alors je ne sais pas si c'est ça le sujet, mais en tout cas, ce qui est assez évident, c'est que cette situation s'est cristallisée depuis une trentaine d'années. Et mon hypothèse à moi, ça n'est pas qu'on est râleur, c'est pas un problème culturel, c'est pas les Gaulois réfractaires, non. C'est que le modèle que nous avons construit en 1945, que nous avons enrichi depuis, auquel nous sommes tous très attachés, le modèle français, est en réalité à la fois une source d'attraction pour nous et la cause de notre malheur. Et c'est pour ça que je dis délicieux malheur français. C'est parce que c'est ce que nous aimons qui cause notre mal. Alors quand je dis qu'il est la cause de notre malheur, je ne dis pas du tout que nous avons trop de dépenses sociales, trop d'impôts, trop de prestations. Non, je dis simplement que tel qu'il est fabriqué aujourd'hui... Oui, c'est pas une analyse libérale classique que vous faites. Du tout. Parce que moi, je suis inspiré par les Scandinaves. Mais on a fabriqué quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans le monde. On aurait pu déposer le brevet. L'égalité injuste. On arrive à avoir l'un des pays les plus égalitaires du monde et dans lequel, pourtant, chacun se sent plus maltraité que son voisin, d'où la défiance, le ressentiment et la violence. Parce que le PIB a augmenté, le revenu par habitant a augmenté, les dépenses de santé n'ont jamais été aussi élevées, et il y a cet énorme sentiment de frustration qui est lié aussi à l'appauvrissement des classes moyennes. En fait, elles sont un peu les victimes du modèle français. Voilà, quand on regarde un peu, ce modèle nous avait promis à tous la possibilité, enfin pour chacun d'entre nous, par le travail, par l'épargne et par l'éducation, de progresser. L'ascenseur social, dont vous dites, ça n'est plus qu'un colimaçon. Bah oui, quand on voit aujourd'hui, il faut 6 générations, pour passer de la classe pauvre à la classe moyenne. 6 générations, 150 ans. Oui, en effet, ce n'est pas un ascenseur social, c'est un interminable escalier en colimaçon. Et lorsque vous appartenez à ces classes moyennes, dont le rêve français des années 60, c'était que ces classes moyennes allaient prospérer, on s'aperçoit que loin de... Ça a été le cas d'ailleurs, mais ça n'a pas duré. Alors, tant qu'il y avait de la croissance, ça a été le cas. Et puis, ça s'est achevé. Loin de les consacrer, on les a massacrés. Pourquoi ? En gros, les ménages riches ont bénéficié de la libéralisation. Les actifs financiers, l'immobilier, leur patrimoine s'est amélioré. Les ménages les plus pauvres, et c'est très heureux, ont bénéficié de la progression constante des dépenses sociales et des prestations. Et entre les deux, il y a 20 millions de Français, les classes moyennes, qui payent des impôts, qui reçoivent très peu de prestations en proportion de leurs revenus, dont le patrimoine est très petit, et qui donc sont les laissés pour compte. Et c'est pour ça qu'ils ont fait leur mai 68 à l'occasion des Gilets jaunes. Vous dites qu'il y a 3 France qui ne se parlent plus, hein, les rentiers, les assistés et les classes moyennes. Voilà, exactement. On dit en général, il y a 2 France qui se regardent. Non, il n'y a pas 2 France, il y a 3 France. Et la classe centrale, on agite dans l'opinion publique le thème du grand remplacement. Le vrai sujet de la France, c'est plutôt le grand déclassement, des Français moyens. Alors pourquoi vous êtes inquiet de la progression de la violence, hein, la radicalisation du débat politique, les violences qu'on a vues à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. C'est quelque chose... Vous avez vécu mai 68, peut-être pas un perdreau de l'année quand même, vous avez vécu. J'avais 8 ans, mais j'habitais au-dessus, donc j'ai vu. Vous trouvez quand même que la France n'a jamais été aussi violente ?
Oui, mais vous citez des exemples au début. Et surtout, ce qui me frappe, c'est que ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre, de sortir de l'explication psychologique, de sortir de l'explication culturelle et de comprendre qu'il y a quelque chose de... Oui, parce qu'il y a une explication psychologique qui consiste à dire la France, ce sont des enfants gâtés. Oui, c'est pas vrai. En gros, Ouais. quels sont les pays les plus heureux? C'est l'Afghanistan, parce qu'ils ont une marge de progression, Ouais, alors que nous n'avons plus d'espoir dans l'avenir oui, et de nos enfants. C'est pas mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que c'est la façon dont on a construit notre modèle social qui pose un problème. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas seulement le pays des 300 fromages, mais on est le pays des 40 systèmes de retraite, des 300 systèmes d'assurance maladie, des 500 niches fiscales, des centaines de professions réglementées. Autrement dit, si vous êtes dans un bistrot, il peut y avoir 2 Français qui ont à peu près les mêmes niveaux de revenus, sans doute des carrières semblables, mais ils ne l'ont pas fait au même endroit. Et pour tout un tas de raisons, ils ne payent pas les mêmes impôts, ils ne payent pas les mêmes cotisations sociales, ils n'ont pas les mêmes remboursements d'assurance maladie, ils n'ont pas les mêmes pensions de retraite. Et ça c'est une particularité française. Le Danemark dépense comme nous. Il a à peu près le même niveau de dépenses que nous, à peu près le même niveau de dépenses sociales, de dépenses publiques, à peu près le même niveau d'impôts, mais il le dépense de manière beaucoup plus unitaire. Il n'y a qu'un seul système de retraite, il n'y a qu'un seul système d'assurance maladie, il n'y a pas de niche fiscale, et donc les gens se sentent plus unis, plus rassemblés. Alors, Et voilà pourquoi... Il y a nécessité d'une grande remise à plat, mais en France, on est quand même spécialiste de l'absence de réforme. On verra bien ce qu'il en est avec Emmanuel Macron. Pour l'instant, ça paraît quand même très compliqué. La réforme des retraites s'engage, mais ça promet d'être laborieux. Mais c'est lié d'ailleurs, c'est un nœud coulant. Plus on est divisé, plus on a le sentiment de l'injustice et plus chacun est accroché à sa situation propre, de craindre qu'elle ne se dégrade vis-à-vis des autres. Donc si on veut sortir de la situation de blocage dans laquelle on est, il faut qu'on commence par mettre à plat... On est dans la situation de gens qui avons toujours vécu dans un cadre mental qui est notre modèle. On ne peut pas penser en dehors de ce cadre mental. Et donc si on arrivait à se pencher sur le sujet, à montrer que ce modèle est inefficace et qu'on pourrait avoir le même niveau de protection avec une plus grande justice, je pense qu'on aurait fait un pas dans le chemin de la réforme. Il y a un autre phénomène qui entre en résonance avec ça, c'est qu'on avait on a 2 grands mécanismes de cohésion. On a notre État-providence, notre protection sociale, notre système d'impôt et de redistribution. Je viens de dire en quoi il posait un problème. Et puis il y a nos valeurs républicaines. On avait un ensemble assez particulier, propre à la France. Ils sont attaqués par la dictature des minorités, dites-vous. Voilà, l'individualisme des sociétés contemporaines fait que ce ciment collectif, cet intérêt général qui surplombe les intérêts particuliers, cède sous les coups de boutoir des intérêts particuliers. On avait le grand chapiteau de l'identité nationale ou culturelle commune, et maintenant on a les chapelles des minorités. Sans être particulièrement proche de Nicolas Sarkozy, qui est une étiquette facile dont on vous a affublé un temps, vous dites quand même il faut travailler plus, rétablir l'égalité fiscale et sociale. Et en gros, cette redistribution, on dit qu'elle est exemplaire, mais elle n'est pas si formidable que ça. Vous dites qu'elle est moins forte que dans les pays scandinaves. Oui, c'est ça. Oui. Je suis beaucoup plus proche des Scandinaves que de Nicolas Sarkozy. Oui, vous êtes un social-démocrate. De toute façon, vous avez été haut fonctionnaire et mais, vous venez de la gauche. Quand on regarde, en effet... alors après, la France travaille moins que les autres pays comparables. Elle travaille moins sur la durée annuelle du travail. Elle travaille beaucoup moins sur la durée de la vie active. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas du tout d'apprentissage, on rentre plus tard que les autres sur le marché du travail. Et comme on a des retraites plus précoces, on sort plus tôt. Quand vous regardez le taux d'activité des seniors, il est bien inférieur, par exemple, à ce qui se passe au Danemark ou en Suède. Donc, alors on peut faire ce choix-là, je ne le remets pas en cause. On peut faire le choix collectif de se dire, on préfère avoir moins de pouvoir d'achat, moins de richesse nationale, parce qu'on préfère travailler moins. Vous aviez fait un livre qui s'intitule « La préférence française pour le chômage ». Est-ce que ça aussi, ça ne joue pas sur le moral français ? Justement, dans le livre, j'essaie de montrer qu'on aurait 2 raisons objectives d'être plus malheureux que les autres. La première, c'est que travaillant moins, on a une richesse par tête qui est inférieure aux autres. Et la seconde, c'est qu'on a un taux de chômage supérieur. Mais quand on se penche là-dessus, on voit que travailler moins, c'est l'effet d'une préférence collective qu'on a exprimée. On a choisi, dans l'arbitrage de nos richesses, on a choisi d'en allouer davantage à travailler moins qu'à gagner plus. Et puis, le chômage, d'une certaine manière, le chômage en France, contrairement à ce qu'on croit, ne touche pas tout le monde. On n'est pas tous exposés au chômage. En fait, il est concentré
sur 5 à 6 millions de Français qui sont des travailleurs non qualifiés. C'est un taux beaucoup plus élevé, le nombre de chômeurs, de travailleurs non qualifiés, beaucoup plus élevé que par exemple en Allemagne. Et c'est chez eux qu'il y a un chômage écrasant. Et donc on s'est dit collectivement qu'on n'allait pas modifier, je ne sais pas quoi, nos règles du marché du travail, nos règles de rémunération pour régler le problème de ces 6 millions de Français qui sont par ailleurs, quand ils sont au chômage, extrêmement indemnisés. Donc on pourrait regarder ça autrement. On pourrait se dire, est-ce que ça ne vaut pas le coup finalement de repenser nos règles, à la fois pour travailler plus de manière individualisée, chacun choisissant ce qu'il fait, et pour réduire le chômage sans modifier nos protections sociales. On a quand même le sentiment que l'État n'est pas capable de se réformer. Vous avez travaillé dans de nombreuses entreprises. Quelle est celle où la réforme a été le mieux réussie ? Les entreprises, c'est très différent, parce que les entreprises, on peut les réformer dès lors que ce que j'essaie de définir là collectivement, c'est-à-dire voilà notre problème, voilà où on va, et voilà comment on va partager ensemble les fruits de notre renaissance à l'échelle de taille humaine d'une entreprise, c'est possible. Une entreprise qui va mal, on dit voilà pourquoi elle va mal, on partage voilà le constat, les efforts qu'il faut faire. Voilà ce qu'on peut faire, et voilà comment. C'est pas des efforts, parce que je ne crois pas que les gens changent sous le coup des efforts, mais voilà comment on pourra tous bénéficier de la situation nouvelle. En France, on n'a pas l'impression qu'on est des chefs d'État qui indiquent une voie. Leurs explications sont souvent parcellaires, mais on a rarement eu un discours de vérité qui indique un chemin. Mon hypothèse, qui n'est faite que pour nourrir le débat, c'est que tant qu'on ne s'interroge pas de manière systématique sur notre modèle, on ne peut pas faire ce... Si notre modèle étant... Tant qu'on ne le remet pas en cause, c'est le préalable. Ben oui, on a un problème de construction. Si on ne le remet pas en cause, si on ne fait pas le constat lucide que c'est le modèle qu'il faut changer, on ne peut faire que des réformes marginales qui n'améliorent pas substantiellement la situation. Vous êtes au départ un haut fonctionnaire, vous avez pantouflé dans le privé, vous avez très bien réussi, et donc le reproche qu'on peut vous faire, c'est d'où parlez-vous ? Et vous prenez la précaution, au début de votre livre, de donner le témoignage d'une femme, Sylvie, 58 ans, et vous racontez sa vie. Mais d'abord, oui, bien sûr, je parle. Moi, je suis moi-même le fils d'une famille immigrée, arrivé en France, s'étant assimilé par le travail, partageant profondément, animé par un amour religieux de ce pays et un goût profond de la justice qui est lié à notre propre histoire. Et donc, je parle de cet endroit-là. Je parle du fait que je ne me résous pas, à la fois par amour de mon pays et par souci de la justice, à ce que nous soyons si riches et si malheureux. Si riches statistiquement et si malheureux dans les faits. Et il me semble que sans réduire notre niveau de redistribution, notre niveau d'impôt, notre niveau de prestation, on peut faire beaucoup mieux. Dernière question, parce que vous êtes quand même un homme de médias. Les médias ont une responsabilité dans cette psychose collective ? Si on considère que les médias n'ont pas simplement à informer, mais à former l'opinion, à faire en sorte que les questions puissent être posées, oui, bien sûr. Ils ne font pas toujours leur travail suffisamment en profondeur. Oui, est-ce qu'on a bien posé les termes du débat ? Est-ce qu'on a nourri suffisamment les Français sur ce qui marche et ce qui ne marche pas ? Ou bien est-ce qu'on a été nous-mêmes conservateurs ? La question est posée. En tout cas, je vous remercie de la poser, Denis Oliven, et merci d'être venu nous voir. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TV Sud. À bientôt.